Imaginez un monde où les dracars vikings se briseraient contre des fortifications, frappés par des armes tonnantes, des canons et des bombardes. Un monde où l'Empire franc ne serait pas morcelé, où l'Angleterre serait tombée sous la férule scandinave, et où l'islam se serait éteint, pris en étau entre deux empires chrétiens rivaux. Tout commence par un simple accident. Nous sommes en l'an 821, dans l'abbaye de Saint-Riquier, en Picardie. Un moine, nommé Adalbert, cherche un élixir de longévité. Mais son mélange de soufre, de salpêtre et de charbon de bois n'engendre pas la vie éternelle. Il déclenche une explosion. L'air se remplit d'un souffle de feu et de fumée. Son laboratoire est soufflé. Mais un secret s'offre à lui. La poudre noire, que notre monde ne devait découvrir que 4 siècles plus tard, est découverte prématurément en Occident. Informé, l'empereur Louis le Pieux comprend l'opportunité. À Aix-la-Chapelle, il fonde un atelier secret, jure au silence absolu ses artificiers et place cette arme nouvelle au cœur de son pouvoir. Dès lors, la partie d'échecs est modifiée, créant ainsi un Moyen-Âge radicalement différent de celui que nous connaissons. Les Francs tiennent une arme capable de remodeler le destin de l'Europe. Bienvenue sur l'échiquier de Chronos, voyageur. Là où il suffit de déplacer une seule pièce pour que l'histoire du monde s'écrive autrement. Vous croyez connaître l'histoire. Les fils de Charlemagne déchirent son empire, les Vikings foncent sur les côtes de l'Occident, et l'Europe chancelle. Tout cela est écrit, immuable. Mais le temps n'est pas une ligne droite. Une simple étincelle peut suffire à le briser. Une découverte, surgie trop tôt ou trop loin, peut enflammer des siècles entiers. Imaginez, au lieu d'un empire divisé et vulnérable, une arme nouvelle entre les mains des Francs. Une arme qui change le cours des batailles, qui repousse les envahisseurs, qui redessine le monde. Je vous le demande, que deviendrait notre histoire si le feu lui-même avait obéi aux empereurs d'Occident? Avant de plonger dans notre histoire alternative, établissons clairement notre ligne temporelle originelle. Le IXe siècle européen est marqué par 2 grandes forces en opposition. D'un côté, l'héritage fragile de l'Empire carolingien, de l'autre, l'irrésistible expansion viking. Depuis le raid de Lindisfarne en 793, les navires nordiques déferlent sur les côtes européennes avec une régularité terrifiante. Leurs dracars, véritables merveilles navales, leur permettent de surgir n'importe où, de remonter les fleuves jusqu'au cœur des terres et de disparaître avant que toute défense organisée puisse être mobilisée. Face à cette menace, l'Europe chrétienne semble impuissante. En Angleterre, les royaumes anglo-saxons succombent les uns après les autres. En 865, la grande armée païenne débarque sur les côtes anglaises et conquiert systématiquement la Northumbrie, l'Est-Anglie et une partie de la Mercie. Seul le Wessex, sous la conduite du roi Alfred, parvient à résister tant bien que mal. En 878, le traité de Wedmore établit le Danelaw, cette zone à l'est et au nord de l'Angleterre où s'applique la loi danoise. C'est un compromis fragile qui ne satisfait aucune des 2 parties. Sur le continent, l'Empire carolingien connaît un destin tout aussi précaire. La mort de Charlemagne, en 814, a laissé le trône à son fils, Louis le Pieux, qui peine à maintenir l'unité impériale face aux ambitions de ses propres fils. Les raids vikings s'intensifient. Paris est attaqué en 845, Aix-la-Chapelle, le cœur symbolique de l'Empire, est menacé. Le traité de Verdun en 843 consacre la division de l'Empire en 3 royaumes, affaiblissant davantage la résistance face aux invasions nordiques. Pendant ce temps, en Chine, sous la dynastie Tang, des alchimistes ont déjà découvert le secret de la poudre noire. Mais cette invention restera confinée à des usages cérémoniels et à quelques applications militaires rudimentaires. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que cette technologie atteigne l'Europe,
par l'intermédiaire de la route de la soie. C'est ici que notre histoire diverge. En l'an 821, dans l'abbaye de Saint-Riquier en Picardie, le frère Adalbert, un moine alchimiste à la recherche de l'élixir de longévité, travaille tard dans son laboratoire. Mélangeant salpêtre, soufre et charbon de bois dans des proportions jamais testées auparavant, il provoque une explosion qui ébranle tout le monastère. L'abbé, d'abord furieux, devient stupéfait lorsqu'Adalbert lui démontre que la poudre peut projeter des pierres à grande distance. Comprenant l'importance de cette découverte, il informe l'évêque d'Amiens, qui transmet l'information à la cour impériale. Louis le Pieux, dont le règne est déjà menacé par les conspirations et les raids vikings, voit immédiatement le potentiel de cette arme. Contrairement à la Chine qui relégua la poudre à des usages festifs, l'empereur Franc ordonne la création d'un atelier impérial secret à Aix-la-Chapelle. Tous les participants sont soumis à un serment de silence absolu sous peine de mort. Cette décision, apparemment mineure, va transformer radicalement le cours de l'histoire européenne et mondiale. Voyageurs, les dés sont jetés. Les ingénieurs francs, maintenant possesseurs de cette mystérieuse poudre noire, travaillent sans relâche pour utiliser le plein potentiel de cette nouvelle arme. Les hordes vikings qui lancent raid après raid sur les côtes occidentales sont sur le point de trouver sur leur route un obstacle qu'elles ne pourront pas franchir. Accompagnez-moi et voyez comme une seule invention, maîtrisée au bon moment, peut détourner le cours du temps. Dans notre ligne temporelle, l'Empire carolingien connut la fragmentation et le chaos féodal. Ici, il va avancer vers une centralisation implacable. L'intégration de la poudre noire au sein de l'Empire franc ne se fait pas du jour au lendemain. Les premières années suivant la découverte sont marquées par des expérimentations fébriles dans les ateliers impériaux d'Aix-la-Chapelle. Les premiers dispositifs sont rudimentaires, de simples tubes de métal renforcés, chargés de poudre et de projectiles divers. Instables et souvent aussi dangereux pour leurs utilisateurs que pour leurs cibles, ces protocanons connaissent néanmoins des améliorations rapides sous la supervision d'artificiers dédiés. C'est en 831 que la première utilisation militaire documentée a lieu, lors d'une escarmouche contre un groupe de raideurs vikings près de l'embouchure de la Seine. L'effet est immédiat. Les Nordiques, terrifiés par ce qu'ils décrivent plus tard comme le tonnerre de Thor volé par le dieu des chrétiens, battent précipitamment en retraite. Les récits de cette rencontre se propagent rapidement à travers la Scandinavie, semant l'inquiétude parmi les chefs vikings. Louis le Pieux, comprenant pleinement le potentiel stratégique de cette arme, lance un programme ambitieux de fortification des principales voies fluviales. Des fortins équipés d'artillerie primitive sont érigés au point névralgique des fleuves, Seine, Loire, Rhin, Escaut, interdisant efficacement leur remontée au Drakkar. Une flotte primitive est également développée, comportant des navires plus lourds que les embarcations traditionnelles franques, mais capables de porter des canons. Ce n'est cependant pas un franc succès, et les Carolingiens se contenteront par la suite de la défense des côtes. L'impact le plus profond se manifeste cependant dans la structure politique de l'Empire. Contrairement à notre réalité historique, Louis le Pieux dispose désormais d'un avantage décisif dans les luttes du pouvoir interne. Lorsque ses fils, Lothaire, Pépin et Louis le Germanique tentent de se rebeller contre leur père en 833, ils se heurtent à des troupes impériales équipées d'armes à poudre. La révolte des fils est écrasée et l'unité de l'Empire préservée. Le monopole impérial sur la production de poudre et d'armes à feu devient le pilier central du pouvoir carolingien. Une nouvelle bureaucratie se développe autour de cette industrie stratégique. Les magistri ignis, ou maîtres du feu, forment une caste d'élite directement loyaux à l'empereur. Les gisements de salpêtre, éléments essentiels à la fabrication de la poudre, sont déclarés propriété exclusive de la couronne et leur exploitation est strictement contrôlée. Cette centralisation technologique contrecarre les tendances centrifuges
qui dans notre histoire ont conduit à la féodalisation et à la fragmentation de l'Empire carolingien. Le fameux traité de Verdun de 843, qui divisa l'Empire en 3 royaumes distincts, n'a jamais lieu. À la mort de Louis le Pieux en 840, son fils aîné, Lothaire, hérite d'un empire qu'il maintient unifié sans difficulté grâce à ce monopole technologique qui garantit sa suprématie. Le mode de transmission du royaume passe désormais d'un partage systématique à un système de primogéniture, 2 siècles plus tôt que dans notre réalité. Cette stabilité permet des innovations en chaîne. Vers 860, les Francs développent les premières armes à feu portatives, des tubes épais montés sur des manches en bois, nécessitant 2 hommes pour être manipulés, mais capables de projeter des billes de pierre avec une force dévastatrice. Une unité d'élite est formée pour utiliser ces armes, les Tonantes Imperatoris, les tonnants de l'empereur, reconnaissables à leurs uniformes inifugés et à leur entraînement spécialisé. L'économie impériale est également transformée. De nouvelles industries émergent autour de la métallurgie, avancée nécessaire à la production des canons. Les villes proches des centres de production connaissent une croissance sans précédent. Une proto-industrie se développe avec des chaînes de production standardisées et une division du travail avancée pour l'époque. La société franque elle-même évolue au contact de cette nouvelle technologie. Une mentalité plus technique et pragmatique s'installe, favorisant l'expérimentation et l'innovation. Les écoles monastiques, déjà centres de savoir sous Charlemagne, intègrent progressivement des connaissances pratiques en métallurgie, chimie primitive et mécanique. Face à cette transformation radicale, les Vikings doivent repenser entièrement leur stratégie. Les raids opportunistes le long des côtes et des fleuves francs deviennent suicidaires, et pour la première fois depuis le début de l'âge viking, les Scandinaves font face à une force contre laquelle leur mobilité et leur férocité ne suffisent plus. Leur regard se tourne alors inévitablement vers le seul territoire occidental qui demeure vulnérable, l'Angleterre. Voyez, voyageurs, les côtes et les fleuves francs sont hérissés de fortins équipés de canons. L'Empire n'est pas la proie facile divisée qu'il fut dans notre ligne temporelle. Il est au sommet de sa puissance et repousse facilement les barbares venus du nord. Pour les Vikings, ce qui était jadis un terrain de chasse facile est devenu un piège mortel. Les survivants de ces expéditions racontent, la voix tremblante, qu'ils ont vu leurs navires pulvérisés par des boulets de feu, que leurs guerriers furent fauchés avant même d'avoir approché les rivages. Pragmatiques, les hommes du Nord cherchent une nouvelle cible, de nouvelles terres à piller, à asservir et coloniser. Cette cible, elle se trouve de l'autre côté de la Manche, et sera bientôt submergée. Au printemps 845, les chefs vikings les plus influents se réunissent en une assemblée exceptionnelle sur les côtes danoises. Les visages sont graves, les récits alarmants. Pour la première fois depuis le début de l'ère des raids, les Nordiques font face à une menace qui défie leur supériorité militaire. Les survivants des expéditions contre l'Empire franc décrivent avec effroi ces bâtons de tonnerre qui pulvérisent les boucliers et déchiquettent les corps à distance. Certains y voient une magie noire, d'autres la colère directe du dieu chrétien. Après 3 jours de délibération houleuse, une décision stratégique sans précédent est prise. L'abandon des raids contre l'Empire franc et la concentration des forces sur les îles britanniques. Cette réorientation massive bouleverse l'équilibre précaire établi en Angleterre. En 846, la plus grande flotte viking jamais assemblée, plus de 300 dracars transportant près de 15 000 guerriers, déferle sur les côtes anglaises. Ce n'est plus un simple raid, mais une véritable invasion coordonnée. Les royaumes de Northumbrie et d'Est-Anglie s'effondrent en quelques mois. La Mercie résiste à peine plus longtemps. Seul le Wessex, sous la conduite du jeune roi Alfred, tente d'organiser une résistance cohérente. Contrairement à notre ligne temporelle, Alfred ne bénéficie pas d'un répit relatif grâce à la dispersion des forces vikings sur le continent. Face à cette concentration de puissance,
la bataille d'Eddington en 878, qui dans notre histoire fut une victoire décisive pour Alfred, se transforme en défaite catastrophique. Le roi du Wessex périt sur le champ de bataille et avec lui, le dernier espoir d'une Angleterre anglo-saxonne indépendante. En 880, le chef viking Guthrum, baptisé Athelstan dans notre timeline, mais restant fidèle aux anciens dieux dans cette réalité alternative, se fait couronner roi de toute l'Angleterre à Winchester. Pour la première fois depuis les invasions saxonnes du 5e siècle, l'île est unifiée sous une seule couronne, une couronne scandinave. Cette conquête totale transforme profondément la nature de la présence scandinave en Angleterre. Ce n'est plus une simple zone d'influence comme le Danelaw historique, mais un véritable royaume nordique. Des vagues massives de colons danois, norvégiens et suédois déferlent sur l'île, attirés par les terres fertiles et la promesse d'une nouvelle vie loin des terres surpeuplées de Scandinavie. L'élite anglo-saxonne est largement déplacée, réduite en servitude ou forcée à l'exil. Beaucoup trouvent refuge dans l'Empire franc, où ils renforcent la méfiance envers les Nordiques. La langue, la culture et les lois scandinaves s'implantent profondément, bien plus que dans notre réalité historique, où la culture anglo-saxonne a pu subsister et finalement absorber les influences nordiques. Pourtant, les nouveaux maîtres de l'Angleterre n'abandonnent pas leur obsession pour la magie du feu franque. De nombreuses tentatives d'espionnage sont organisées pour percer le secret de la poudre noire. Des artificiers francs sont kidnappés, des monastères frontaliers pillés spécifiquement pour leurs manuscrits. Mais le secret reste bien gardé, protégé par la compartimentation stricte des connaissances et la loyauté des magistri ignis envers l'empereur. Face à ces échecs répétés, le royaume viking d'Angleterre développe néanmoins sa propre voie. Sa flotte, combinant l'excellence navale scandinave avec les ressources d'une île entière, devient rapidement la plus puissante du nord de l'Europe. Son commerce s'étend des côtes norvégiennes jusqu'à l'Islande déjà colonisée, puis au Groenland découvert plus tôt que dans notre ligne temporelle, sous la pression démographique accrue. Désormais, 3 puissances se font face dans l'Europe du Nord. L'Empire franc unifié avec son monopole technologique, le royaume viking d'Angleterre, maître des mers septentrionales, et les territoires scandinaves d'origine, affaiblis par l'émigration massive, mais toujours farouchement indépendants. Voyageurs. Les Francs ont sécurisé leurs frontières au nord. Les Vikings, tenus à distance, ne sont plus une menace. L'Empire, sûr de lui, peut se tourner vers le sud. Là-bas s'étend Al-Andalus, l'émirat musulman d'Espagne, puissant et riche qui envahit les terres européennes depuis plus d'un siècle. Mais contre le tonnerre des Francs, ces murailles ne sont que poussière. Ce n'est plus une simple défense, c'est une croisade avant l'heure, une guerre de foi appuyée par la plus redoutable des armes. Vers 865, l'Empire franc entre dans une nouvelle phase. Après 40 ans de développement et de perfectionnement des technologies liées à la poudre, les frontières septentrionales sont désormais sécurisées. Les raids vikings ont pratiquement cessé sur les côtes franques et l'unité impériale est plus solide que jamais. L'empereur Charles II, petit-fils de Louis le Pieux, peut désormais tourner son regard vers le sud, où Al-Andalus, le territoire musulman d'Espagne, représente à la fois une menace et une opportunité. La décision d'engager une campagne majeure contre Al-Andalus est prise lors du concile d'Arles en 869. Elle est motivée par plusieurs facteurs. La volonté d'expansion territoriale, le désir de sécuriser définitivement la frontière sud et une ferveur religieuse accentuée par les succès militaires attribués à la faveur divine. En 870, une armée franque traverse les Pyrénées, appuyée pour la première fois par un corps d'artillerie conséquent. Les émirats frontaliers de Saragosse bombent en quelques mois, incapables de résister aux bombardements systématiques. La nouvelle de ces armes dévastatrices se répand comme une traînée de poudre à travers Al-Andalus, semant la panique. Certains savants musulmans, familiers avec les récits chinois sur la poudre noire,
comprennent immédiatement ce à quoi ils font face. Mais leur savoir théorique ne peut être transformé assez rapidement en application pratique. En 875, Tolède est assiégée, et contrairement au long siège que la ville aurait pu soutenir face à des méthodes conventionnelles, elle capitule après seulement 3 semaines de bombardements intensifs. Les chroniques arabes de l'époque décrivent avec horreur ces pierres volantes qui réduisent les murailles en poussière, et ces nuages empoisonnés créés par l'explosion de la poudre. Cordoue, la capitale omeyyade, comprend qu'elle ne dispose que de peu de temps. Des émissaires sont envoyés vers l'Empire byzantin et le califat abbasside pour obtenir de l'aide, mais la distance et les rivalités politiques rendent ces requêtes vaines. En 882, après une campagne systématique qui a vu tomber une à une les principales villes d'Al-Andalus, l'armée franque se présente devant Cordoue. Le siège de Cordoue marque un tournant dans l'histoire militaire. Pour la première fois, les Francs utilisent non seulement des canons fixes, mais aussi des mortiers primitifs capables de projeter des boulets incendiaires par-dessus les murailles. Après 6 semaines de bombardements incessants, la ville est à genoux. Le dernier émir omeyyade se rend et la principale puissance musulmane d'Europe occidentale s'effondre, près de 6 siècles avant notre ligne temporelle historique. En à peine 20 ans, toute la péninsule ibérique est sous le contrôle franc, à l'exception de quelques poches de résistance dans les montagnes les plus reculées. Mais l'ambition impériale ne s'arrête pas là. Les stratèges francs sont conscients que tant que la côte nord-africaine restera aux mains des musulmans, la Méditerranée occidentale ne sera jamais totalement sécurisée. Des raids pourraient être lancés contre les côtes nouvellement conquises, et l'islam pourrait un jour reconstituer ses forces. La préparation de l'expansion nord-africaine prend une décennie entière. Une flotte sans précédent est construite sur les chantiers navals de Barcelone et de Tarragone. Des navires spécialement conçus pour porter une artillerie lourde sont développés, préfigurant les galions de notre XVIe siècle. En 900, cette armada impressionnante traverse le détroit de Gibraltar et débarque près de Tanger. La campagne nord-africaine se révèle plus difficile que la conquête de l'Espagne. Le terrain est moins favorable à l'artillerie lourde et les populations locales mélangeant berbères et arabes pratiquent une guerre de harcèlement qui évite les confrontations directes. Néanmoins, les principales villes côtières tombent les unes après les autres. Tanger, Ceuta, puis toute la Gaule jusqu'à l'actuelle Algérie. En 920, Carthage est reconquise, un événement chargé de symbolisme pour les Francs qui se voient comme les héritiers de Rome. À cette date, tout le Maghreb côtier est sous contrôle franc, formant une extension naturelle de l'empire qui englobe désormais toute la Méditerranée occidentale. La rechristianisation des territoires conquis suit un modèle pragmatique. Les élites locales qui acceptent la conversion sont intégrées dans l'administration impériale. Des évêchés sont rétablis sur les sites des anciennes églises nord-africaines du temps de saint Augustin. Les populations qui restent musulmanes sont tolérées mais soumises à des taxes supplémentaires inspirées ironiquement de la jizya que les musulmans imposaient aux non-musulmans. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de la Méditerranée, une révolution silencieuse est en marche. Depuis les années 880, des moines byzantins en mission diplomatique dans l'Empire franc ont rapporté des informations fragmentaires sur les armes de feu. L'empereur byzantin, Léon VI, surnommé le Sage, ordonne à ses meilleurs ingénieurs de percer le secret. En 910, après des décennies d'espionnage et d'expérimentation, Byzance maîtrise enfin la fabrication de la poudre noire. Les ingénieurs byzantins, héritiers d'une longue tradition technologique depuis l'Antiquité, ne se contentent pas de copier les armes franques, ils les perfectionnent et les intègrent à leur arsenal existant, notamment en combinant le feu grégeois traditionnel et la puissance explosive de la poudre. L'empereur Constantin VII, qui accède au trône en 913, voit dans cette nouvelle technologie l'opportunité de restaurer la gloire passée de l'Empire romain d'Orient. En 925, les armées byzantines lancent une offensive majeure contre le califat abbasside, ciblant d'abord la Syrie.
Antioche, puis Alep et Damas tombent face à cette puissance de feu inattendue. La prise de Jérusalem en 931 électrise la chrétienté. Les chroniques byzantines décrivent comment les murs de la ville sainte ont tremblé comme lors de la crucifixion sous l'assaut des canons impériaux. L'empereur Constantin VII entre personnellement dans la ville, recréant symboliquement l'entrée d'Héraclius avec la vraie croix 3 siècles plus tôt. L'empire abbasside, déjà affaibli par des divisions internes, ne peut faire face simultanément à cette menace technologique venue de l'Ouest et à la pression constante des Francs qui progressent le long de la côte nord-africaine vers l'Égypte. En 945, Bagdad elle-même est menacée par les armées byzantines. Le califat s'effondre, fragmenté en émirats rivaux incapables de coordonner une résistance efficace. L'islam, qui dans notre ligne temporelle s'est répandu comme une force civilisationnelle majeure à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, se retrouve confiné à la péninsule arabique et à quelques enclaves isolées. Sa grande expansion est non seulement arrêtée mais inversée, à peine 3 siècles après son émergence. En 950, les deux empires chrétiens, francs à l'ouest et byzantins à l'est, se rencontrent symboliquement à Alexandrie. C'est l'apogée de cette reconquête sans précédent, mais aussi le début d'une nouvelle ère de tension. Car si l'islam a été largement vaincu comme force politique majeure, les deux empires chrétiens se retrouvent désormais face à face, chacun convaincu d'être le véritable héritier de Rome, chacun armé d'une puissance de feu dévastatrice. Voyageurs. En 950, 2 colosses dominent la chrétienté. L'Empire franc à l'ouest, maître de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, fort de ses canons. L'Empire byzantin à l'est, héritier de Constantinople qui a su unir le feu grégeois ancestral et la poudre noire. 2 triomphes parallèles, 2 Roms ressuscités. Mais sur l'échiquier, voyez, les pièces se font désormais face. À Alexandrie, leurs frontières se touchent. La chrétienté a vaincu l'islam comme puissance politique majeure, mais elle s'est divisée entre 2 empires rivaux. Les germes du schisme religieux et politique sont plantés. Tandis qu'au nord, les Scandinaves s'agitent de nouveau et comptent bien revenir sur le devant de la scène. La rencontre des 2 empires chrétiens à Alexandrie en 950 est initialement célébrée comme un triomphe de la foi. Les Te Deum résonnent dans les cathédrales d'Aix-la-Chapelle jusqu'à Constantinople. Pourtant, sous les apparences festives, les tensions sont palpables. Les délégations franques et byzantines s'observent avec une méfiance à peine dissimulée. Chacune impressionnée par la puissance militaire de l'autre, chacune convaincue de sa propre supériorité. Le premier point de friction surgit autour du contrôle de l'Égypte. Les Francs, ayant progressé le long de la côte nord-africaine, considèrent cette riche province comme le prolongement naturel de leur conquête. Les Byzantins, quant à eux, la voient comme la partie intégrante de leur empire historique, perdu lors des conquêtes arabes et légitimement reconquises. Ce différend territorial déjà explosif se double rapidement d'une dimension religieuse. Les tensions théologiques entre Rome et Constantinople, qui dans notre histoire n'ont culminé qu'en 1054 avec le grand schisme, sont exacerbées par cette nouvelle dynamique géopolitique. La question du filioque, cette addition occidentale au credo affirmant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, devient le symbole d'une lutte d'influence bien plus large. Les patriots accusent Rome d'hérésie. Le pape, fort de son alliance avec le pouvoir franc, réaffirme sa primauté sur toute la chrétienté. En 963, l'empereur byzantin Nicéphore II Phocas interdit aux légats papaux l'entrée de Constantinople. En réponse, le pape Jean XII, soutenu par l'empereur franc Charles IV, prononce l'anathème contre le patriarche de Constantinople. Le grand schisme est consommé, près d'1 siècle avant notre chronologie historique. Cette rupture religieuse
institutionnalise une rivalité politique qui va structurer l'Europe médiévale pour les siècles à venir. Pour la première fois dans l'histoire, deux superpuissances aux capacités militaires comparables se font face. Trop puissantes pour s'affronter directement sans risquer l'anéantissement mutuel, elles entrent dans ce que les historiens de cette chronologie alternative appelleront la Grande Confrontation, l'équivalent médiéval de notre guerre froide. Des zones tampons émergent rapidement. L'Italie, théoriquement sous autorité franque, mais culturellement et historiquement liée à Byzance, devient le principal terrain d'affrontement indirect. Rome elle-même est un enjeu symbolique majeur. Celui qui contrôle la ville éternelle peut prétendre à l'héritage authentique de l'Empire romain. Les cités-États italiennes jouent habilement de cette rivalité, négociant leur allégeance au plus offrant. L'Égypte forme une autre zone contestée. Officiellement sous administration byzantine, mais infiltrée d'agents francs qui soutiennent des factions locales dissidentes. La région des Balkans, point de friction entre les deux empires, devient également un point majeur de confrontation. Une course aux armements sans précédent s'engage. Les ateliers impériaux francs développent des canons de plus en plus puissants, capables de projeter des boulets métalliques à des distances impressionnantes. Les ingénieurs byzantins ripostent avec des armes plus sophistiquées, comme des tubes de bronze à chargement par la culasse, ou des projectiles explosifs perfectionnés. L'espionnage devient une activité cruciale. Les deux empires entretiennent des réseaux complexes d'informateurs, souvent déguisés en marchands ou en moines. Le vol de technologies militaires est une préoccupation constante, chaque innovation significative étant jalousement gardée. Des mesures de contre-espionnage draconiennes sont mises en place, allant jusqu'à l'aveuglement des artificiers capturés. La diplomatie atteint des niveaux de complexité inconnus jusqu'alors. Des alliances matrimoniales sont soigneusement négociées puis rompues au gré des intérêts stratégiques. Les royaumes périphériques, Hongrie, royaume slave, État caucasien, sont courtisés par les deux puissances recevant des conseillers militaires et des subsides en échange de leur allégeance. Paradoxalement, cette confrontation stimule un développement technologique et culturel accéléré. La compétition pour la supériorité militaire pousse la métallurgie, la chimie et l'ingénierie à des niveaux qui, dans notre chronologie, n'ont été atteints qu'à la Renaissance. L'artillerie de siège du XIe siècle de cette réalité alternative surpasse déjà celle du XVe siècle de notre histoire. Les universités fleurissent, financées généreusement par les deux empires qui cherchent à attirer les meilleurs esprits. La traduction et l'étude des textes antiques sont encouragées non seulement pour leurs valeurs culturelles, mais aussi pour leurs applications potentielles. Les manuscrits d'Archimède ou d'Héron d'Alexandrie, avec leurs descriptions de machines de guerre, deviennent des documents stratégiques. Cette guerre froide médiévale transforme profondément les structures politiques des deux empires. La nécessité d'une mobilisation constante contre l'adversaire favorise la centralisation du pouvoir et la création d'administrations sophistiquées. L'idée même d'État moderne avec ses appareils bureaucratiques permanents émerge plusieurs siècles plus tôt que dans notre histoire. Au cœur de cette confrontation titanesque, un troisième acteur émerge progressivement. L'empire viking de la mer du Nord, qui va jouer un rôle crucial dans l'équilibre précaire entre les deux géants chrétiens. En effet, la fermeture brutale du continent par l'Empire franc bouleversa profondément le destin des peuples nordiques. Repoussés des côtes européennes par une artillerie primitive mais efficace, les Vikings concentrèrent leur fureur sur les îles britanniques, les conquérant avec une rapidité stupéfiante. Cependant, cette victoire initiale plaça paradoxalement les Nordiques dans une position précaire. Pendant plus d'un siècle, l'empire viking de la mer du Nord demeura technologiquement inférieur à ses voisins continentaux. Les raids d'espionnage pour obtenir le secret de la poudre échouèrent systématiquement face aux mesures de sécurité draconiennes des Francs. Ce n'est que vers 950, à travers un réseau complexe de marchands intermédiaires et de moines corrompus, que les premiers échantillons et formules parvinrent jusqu'à Jorvik, capitale du royaume viking d'Angleterre.
La maîtrise de cette technologie transforma la société nordique plus radicalement encore que la conquête territoriale. Le roi Éric Haraldsson, surnommé Éric au canon, centralisa rapidement le pouvoir en s'appuyant sur cette nouvelle force. En moins d'une décennie, il unifia sous son autorité non seulement l'Angleterre conquise, mais aussi le Danemark, la Norvège et la Suède, créant la première véritable thalassocratie nordique. Cette unification s'accompagna d'un bouleversement spirituel opportuniste. Dans un geste politique calculé, Éric se convertit au christianisme en 968. Impressionné non pas par la théologie, mais par la puissance divine manifestée par les armes franques. La conversion massive des élites suivit rapidement, bien que syncrétique intégrant des éléments païens dans une pratique chrétienne hétérodoxe, qui hérite à Rome, mais fut tolérée pour des raisons diplomatiques. L'Empire viking n'atteignit jamais la puissance de ses voisins continentaux. Reconnaissant cette réalité stratégique, Éric accepta pragmatiquement un statut de vassal de l'Empire franc en 973, garantissant l'autonomie interne en échange d'un tribut annuel et d'engagements militaires. Cette subordination formelle masquait toutefois une indépendance pratique considérable. Cet empire scandinave s'étendit progressivement vers l'est, soumit les Finnois, les Baltes et installa plusieurs comptoirs le long de la Volga. La géographie donna à cet empire une fonction diplomatique inattendue. Situé entre les sphères d'influence franque et byzantine, il devint progressivement une zone tampon, un espace de négociation neutre dans la guerre froide qui opposait les deux superpuissances chrétiennes. Les marchands vikings, jadis pillards redoutés, se transformèrent en intermédiaires commerciaux incontournables. La marine viking connut un développement extraordinaire, combinant leur expertise traditionnelle avec la nouvelle technologie. Les dracars, équipés de canons légers, dominèrent les mers septentrionales, assurant tant la défense du territoire que la projection de puissance commerciale. Cette orientation maritime compensait la faiblesse démographique relative face aux empires continentaux. L'héritage culturel nordique se maintint malgré la christianisation et la vassalisation. La structure sociale évoluant d'un système tribal vers une féodalité maritime unique. Les jarls et les rois mineurs conservèrent une autonomie considérable sous l'autorité impériale. La langue norroise s'imposa comme lingua franca de la mer du Nord, tandis que les sagas évoluaient pour célébrer non plus seulement la bravoure au combat, mais aussi l'ingéniosité technologique et la ruse diplomatique. La découverte prématurée de la poudre à canon en Occident au IXe siècle bouleversa irrémédiablement la trajectoire de l'humanité, accélérant des processus qui dans notre réalité mirent des siècles à se développer. L'équilibre de la terreur entre les empires francs et byzantins engendra une révolution technologique sans précédent. Dès 1050, des proto-manufactures d'armes employant des milliers d'ouvriers spécialisés apparurent dans les grandes cités franques et byzantines, créant des premières chaînes de production standardisées. Cette proto-industrialisation précoce transforma rapidement d'autres secteurs. La métallurgie connut une évolution fulgurante pour répondre aux besoins militaires. Mais ces avancées se diffusèrent vers des applications civiles. Des machines à vapeur rudimentaires actionnaient déjà des pompes dans des mines franques du Harz vers 1100, tandis que les Byzantins développaient des systèmes hydrauliques complexes pour l'irrigation en Anatolie centrale. L'effacement de l'islam comme puissance politique élimina une source majeure d'instabilité pour l'Europe. L'absence des raids barbaresques, qui dans notre réalité terrorisèrent pendant des siècles les côtes méditerranéennes et atlantiques, permit un développement pacifique des régions littorales. Des millions d'Européens échappèrent à la captivité et à l'esclavage que leur aurait réservé la traite musulmane, permettant une croissance démographique plus soutenue. Le savoir antique déjà préservé dans les monastères chrétiens comme ceux du Mont Saint-Michel, du Mont Cassin, de Luxeuil ou de Corbie, continua sa transmission ininterrompue. Les ordres monastiques libérés de la menace des raids étendirent leur réseau d'écoles et de bibliothèques. Ce fut au sein de ces institutions que naquirent les premières universités dès le Xe siècle, initialement destinées à former ingénieurs et officiers d'artillerie, mais rapidement élargies aux arts libéraux et à la théologie.
La rivalité franco-byzantine stimula une renaissance scientifique médiévale, où chaque découverte militaire engendrait des applications civiles inattendues. Les premières presses à imprimer mécaniques existaient déjà vers 1150, diffusant traités techniques et théologiques à une échelle inédite, accélérant encore davantage le progrès intellectuel. L'exploration du monde s'accéléra dramatiquement sous l'impulsion de cette compétition. Les Scandinaves, équipés de navires à canon dès l'an 1000, atteignirent régulièrement les côtes américaines, établissement des comptoirs permanents à Terre-Neuve et dans l'estuaire du Saint-Laurent avant 1100. Les Francs, cherchant à contourner l'Empire byzantin pour accéder aux richesses asiatiques, lancèrent des expéditions le long des côtes africaines, atteignant le cap de Bonne-Espérance dès 1220. Cette Europe chrétienne bipolaire projeta sa puissance à l'échelle mondiale, bien plus tôt que dans notre réalité. Des principautés chrétiennes vassales des Francs et des Byzantins et des comptoirs commerciaux s'établirent sur tous les continents, créant un réseau commercial mondial centré sur l'Europe et la Méditerranée. N'oubliez jamais, voyageurs, ce n'était qu'une pièce déplacée sur l'échiquier. Le monde n'a pas besoin de grands bouleversements pour changer. Un seul geste suffit. Alors je vous pose la question. Quelle pièce auriez-vous déplacée ? Que serait-il advenu si les Byzantins avaient découvert la poudre avant les Francs ? Si Alfred avait survécu et sauvé l'Angleterre ? Si l'islam avait malgré tout trouvé le secret du feu ? Si les Scandinaves avaient jeté leurs dévolus sur les terres slaves plutôt que sur l'Angleterre ? Chaque case de l'échiquier contient une possibilité. Chaque pièce déplacée ouvre un avenir différent. Moi, Chronos, je veille sur ces mondes possibles. Mais c'est à vous d'imaginer les prochains coups, car la partie ne s'arrête jamais.